Bienvenue dans Soif de joie, le podcast où on passe un bon moment avec des gens qui changent le monde. Là où Soif de sang, c'est des interviews et pour s'éduquer, Soif de joie, c'est pour décompresser, pour se marrer. C'est détendu et je pense que ce sera une fois par mois. Et aujourd'hui, on est à la recyclerie et on a du public. Est-ce que vous êtes chaud, la recyclerie ? Après l'avoir interviewé sur les coulisses du GIEC et la science du climat, merci d'accueillir à nouveau la scientifique Valérie Masson-Delmotte. Salut Valérie. Salut. T'aimes pas les applaudissements? C'est agréable, hein? Ah, c'est chaleureux. On peut te mettre ça en sonnerie de téléphone si tu veux le matin quand tu te réveilles. Ouais, Valérie. Moi, j'aimerais trop avoir ça. Ok, à la fin, on enregistrera. Pour te mettre dans le bain, faut que tu sortes ton téléphone. Tu vas avoir 1 minute pour répondre à 10 questions. Donc là, c'est pas un rapport du GIEC de 300 pages. C'est un petit peu plus rapide. Hop, est-ce que tu es prête? Oui. C'est un peu question pour une championne. Hop, tac. Ton expédition scientifique préférée? L'Antarctique, le Tibet ou le Groenland? Groenland. J'ai jamais été en Antarctique ni au Tibet. Ah ouais, ok. Très mal préparé. Qui a préparé cette interview? Si t'avais pas été scientifique, t'aurais fait quoi? Peut-être archéologue, mais c'est aussi scientifique. Ok, ça compte. T'interviens devant des patrons et des élus. T'as déjà eu envie de mettre des baffes à certains? J'ai eu envie de me taper la tête contre un mur. Elle est non violente. T'as eu combien de moyenne au bac? 16,5. Pas mal. Le Mont Saint-Michel, c'est en Bretagne ou en Normandie? C'est très large, la Bretagne. Hein. Si tu pouvais rendre super écolo un dirigeant ou un patron, ce serait qui? Il y a du boulot? Pouyanné, peut-être? Ouais, total. C'est quoi ta série préférée? Une que je puisse dire. Tu regardes quoi comme genre de série, Valérie? J'aime bien les types polars scandinaves, par exemple. Ah, la réponse d'un télo. Tu peux dire que tu regardes le Bachelor, il n'y a pas de souci. En tant que femme, est-ce que tu es moins prise au sérieux que tes collègues masculins? J'espère que c'est pas le cas, mais j'essaie de jamais m'énerver parce que j'ai remarqué quand une femme s'énerve, elle est plus crédible. Est-ce que tu accepterais d'être ministre du climat? J'ai déjà refusé. Oh là là. Genre ça se sait ou En fait, à mon avis, les conditions pour être ministre, c'est opérer en confiance dans un gouvernement avec un plan d'action qui a été élaboré collectivement et qu'on soutient. Ok. S'il n'y a pas de plan d'action, ça sert à rien. Donc là, il n'y avait pas de plan d'action. Ouah. Mais j'ai une de mes collègues paléoclimatologues, Maïssa Roras, qui fait ça au Chili et qui fait un chouette travail et difficile. Et ça demande vraiment d'autres compétences, y compris la capacité à créer des consensus, par exemple, qui est très, très spécifique. Donc tu pourrais être ministre dans un autre pays où il y a un plan d'action? Non, je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que s'il n'y a pas 1h30 de RER, métro, bus. Et dernière question, est-ce que tu m'as vraiment bloqué sur Twitter? Non. Parce que pour l'anecdote, c'était assez drôle. Il y a 3 semaines, du coup, j'étais en train d'organiser l'événement. Donc j'avais demandé à Valérie, parce qu'elle est très active sur Twitter, si ça l'intéressait. Elle me répond quelque chose d'assez court, oui, avec plaisir. Et donc moi, je voulais juste l'appeler ou avoir un échange un peu plus juste pour solidifier le truc, parce qu'on allait lancer la com et tout. Donc je voulais juste être sûr, parce que les gens très connus, des fois, ils peuvent t'annuler au dernier moment. Et donc je lui ai écrit 1 fois, 2 fois, j'ai pas de réponse. Bon, après, je sais qu'elle est super sollicitée, donc c'est pas non plus hyper étonnant. Et la 3e fois, je vais pour lui écrire, parce que là, on devait vraiment lancer la billetterie, donc je voulais juste redouble-checker. Et là, sur Twitter, il y a marqué « Vous ne pouvez plus envoyer de message », il y avait un gros truc rouge. Et je dis « Ah putain, elle m'a bloqué en fait ». Sur son profil, je pouvais plus voir son profil, comme si... Alors, c'est pas volontaire. C'était un lapsus. Et au final, pas du tout, juste était busy. Et, T'as posé la question à Elon Musk? Ah oui, bah oui, il est déjà passé dans Soif de Sens, mais là, il y avait du boulot. Non, en fait, c'était juste une histoire de navigateur, ça avait rien à voir, mais juste 3 semaines avant l'événement, je racontais ça à mon cowork, ils étaient là. Donc, la femme que tu vas interviewer, qui est au centre de ton événement, ne veut plus te parler sur le seul canal de communication que vous avez, c'est ça? Ok, bon, ça danse bien. Bon, le public, on va avoir besoin de vous. Avec ces questions-là, on a les questions mitraillettes, on a ouvert 10 questions, 10 discussions potentielles. Moi, celle sur la ministre, ça m'intéresse un peu, mais bon. Je suis sûr qu'il y a plein de gens dans la salle qui sont en train d'écouter le podcast, qui sont là. Mais attends, ce sujet-là, on veut creuser. Vous avez le droit de choisir un sujet parmi tout ce qu'on a abordé, qu'on va creuser. De quoi vous voudriez parler? Ok. Ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce côté gestion des émotions et la frustration que tu dois avoir et des fois... Ouais.
Alors, il faut voir que dans mon parcours professionnel, au début, il y avait aussi un déni sur les sciences du climat très fort. Nier le réchauffement observé, nier l'influence humaine sur le climat, nier la qualité des sciences du climat ou des projections. Et donc moi, j'ai aussi grandi avec ça dans les années 90, y compris en France, de la part d'éminents scientifiques, membres de l'Académie des sciences et anciens ministres. Et donc, ça demande à bien réfléchir à la manière dont on s'exprime et dont on se perçoit comme scientifique du climat, quand le fond de ce qu'on fait et pour lequel on met toute son attention peut être remis en cause comme une opinion par des personnes qui elles-mêmes sont très influentes. Donc ça demande en fait à travailler collectivement, s'interroger sur la manière de pouvoir interpeller, à un moment donné, montrer les impostures, gérer la frustration, le sentiment d'impuissance. Ça demande aussi d'être plus exigeant dans la manière dont on produit même des connaissances. Moi, ça m'a beaucoup façonné, le fait d'opérer dans un monde qui peut être hostile quelque part. Après, donc, il y a toujours des choses frustrantes, il y a des choses qui sont préoccupantes, surtout le décalage entre ce qu'on pourrait faire et ce qu'on met en œuvre, le décalage entre ce que je perçois comme une attente de bon sens de beaucoup de citoyens et puis la manière dont finalement on peut avoir des affichages de communication politique à 180 degrés à 6 mois d'écart, qui du coup créent de la confusion, ça c'est frustrant. Moi j'essaie d'analyser les émotions que je ressens, de jamais réagir à chaud, jamais. D'essayer de trouver le point sur lequel je peux rebondir. Par exemple, quand quelqu'un me dit un truc parfois ridicule sur l'état des lieux sur le climat, je me dis, si cette personne me l'a dit, c'est qu'elle me fait confiance. C'est qu'elle exprime ce qu'elle pense, qu'elle a glané sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou dans sa famille, ou dans son cadre professionnel. C'est une chance que je l'ai entendu. S'il y a une personne qui le dit, il y a peut-être 1 million de personnes qui ont la même idée reçue fausse. Je vais faire un chouette fil Twitter en partant de ça pour montrer ce qu'on sait, comment on le sait, et puis que finalement d'autres personnes puissent se l'approprier, et puis quand elles sont exposées à ça dans d'autres contextes, s'en servir. Voilà. Derrière chacun de tes tweets, il y a quelqu'un qui a dit une dinguerie, c'est ça? Oui. Et après, c'est comment transformer toutes ces émotions qui peuvent être négatives en fait en détermination. Et pas en renoncement, en se replier sur soi et puis du tout s'impliquer, quoi. Et donc moi, il y a un gros travail là-dessus. Et récemment, en fait, j'avais fait une chouette interview que j'avais beaucoup aimée avec un ancien judoka pour une revue du judo. Et quand j'étais au lycée, alors c'était mon truc, le judo, en fait. C'était vraiment mon truc. Et je pense que j'ai beaucoup appris de ça, en fait, des règles du judo, de se connaître les autres, le respect très important. Voilà, pas d'attaque personnelle, pas de mépris, rien. Respecter les gens tous, même qui partagent pas les mêmes valeurs, pas les mêmes visions des choses. Et puis la détermination. Même en étant conscient de sa faiblesse. T'en as fait longtemps du judo? J'en avais fait une dizaine d'années. Ah ouais, j'ai arrêté quand j'ai été allongée plusieurs mois quand j'attendais ma première fille. J'ai jamais repris après. Trop bien. T'es ceinture quoi? J'étais marron. Stylé. Et ça peut pas leur faire peur un peu aux dirigeants de... T'arrives en kimono avec la ceinture marron? Non. Ça serait trop drôle. Mais ouais, utiliser la force de l'adversaire pour... Faire peur, ça sert à rien, mais par contre, c'est le côté plutôt entraînement qui est important. Pour moi, c'est ça qui est important, l'appropriation des enjeux. Ne pas faire croire que c'est les jeunes qui portent la charge mentale de l'action pour le climat ou les scientifiques. Ça doit être porté par les décideurs. Ils doivent le percevoir comme leur responsabilité. Du coup, c'est compliqué parce que quand ils essaient de mettre en place des trucs et puis que ça fonctionne pas, ils ont très vite envie de se défausser et passer à autre chose. C'est la faute des gens. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, c'est plutôt comment on crée l'appropriation. Comment on fait en sorte que les gens comprennent que voilà, c'est pas juste pas de bol, on va pas revenir en arrière, ça va continuer, il faut s'appuyer sur les connaissances pour mieux se préparer, mieux agir, etc. Plutôt ce côté-là que moi j'essaie de construire. Trop bien. Le jeu d'après s'appelle le jeu des 5 secondes. Je vais te poser 2 questions. À chaque fois, tu auras 5 secondes pour répondre et il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste voir le premier truc qui te vient à l'esprit. Imagine, tu as le génie d'Aladin qui apparaît et qui dit Valérie, ce serait quoi ton seul et unique vœu altruiste pour un monde meilleur? Intégrer les enjeux climat dans la fiscalité. Wow. Mais qui répond ça? On va pas mettre ça dans un dessin animé d'Aladin, Valérie, genre. Mais l'altruisme, c'est aussi finalement accepter quand on a des revenus plus élevés d'avoir une responsabilité plus importante et d'agir à hauteur de ses capacités et de sa responsabilité. C'est une forme d'altruisme, mais la société, elle peut l'organiser. Ouais, donc mieux répartir les richesses par la fiscalité. Stylé. Je m'attendais pas du tout à ça. Ok, maintenant le génie d'Aladin, il est toujours là, mais cette fois,
Et là, bon, Valérie, toute ta vie, t'as œuvré pour les autres, tu nous as bien saucé. Maintenant, t'as 5 secondes pour me demander un vœu égoïste cette fois. Quel est ton vœu, Valérie? Mon vœu égoïste. Oui. Tu veux des journées de 48 heures? Tu veux supprimer le RER de 1h30 pour venir ici? Tu veux moins de fiscalité? Mon vœu égoïste, c'est rendre accessible une alimentation plus végétale à tout le monde, partout. Ça, Donc c'est moi, égoïste, non, ça? c'est égoïste parce que je suis végétarienne. J'ai une de mes filles qui est végane. Et en fait, il y a plein d'endroits où c'est compliqué d'aller manger ensemble. Et donc, si c'était plus accessible, ce serait plus sympa pour pouvoir manger ensemble dehors à plein d'endroits différents. Trop bien. Moi, on valide. T'es filou, hein, parce que tu fais un truc égoïste, mais altruiste quand même. Swan, tout à l'heure, à la réponse altruiste, elle a dit un truc égoïste, donc c'était l'inverse, mais ok. Le jeu d'après, c'est le jeu de l'utopie. Je vais te proposer 2 thèmes d'utopie. Donc, dans la fiction, il n'y a pas de limite planétaire ou de limite d'argent ou quoi. Ça n'a pas besoin d'être réaliste. Et le but, c'est juste d'imaginer brique par brique à quoi ressemblerait ce monde concrètement, en ajoutant chacun notre tour un peu une brique, et de grossir le trait jusqu'à partir dans des trucs loufoques et de s'amuser. Quel thème tu choisis entre un monde où des millions de citoyens rejoignent la désobéissance civile ou un monde où les dinosaures réapparaissent et toute la biodiversité de cette époque? On peut choisir le monde avec les mammouths. Ah bah pour moi il y a des... C'est pas en Moi, même j'ai temps une les passion dinosaures et les pour les mammouths. mammouths, en fait. Ah ouais? Trop bien. J'ai hésité à mettre mammouth dans la question. Bon, je crois qu'on a ta réponse du coup. Ok. Mammouth, allons-y. Un monde... Bienvenue dans la dernière glaciation. C'est en même temps Le les dinosaures... paradis des glaciologues. On peut faire des Ah carottages de ouais. glace ici. Oui, du coup, t'as plus besoin de carotter à 800 000 mètres. Tu carottes à... En même temps, la biodiversité, elle est autour de toi. Donc, t'as juste à l'observer. T'as plus besoin de carotter. J'avoue, du coup, tout le monde serait à dos de mammouth? C'est grand, un mammouth? C'est grand comment? Bah, ça dépend. C'est Il y en comme un avait éléphant? de tailles variées. Ah ouais? Ouais. Des petits, nains et des grands. Et... Ah, c'est trop bien. Est-ce que tu penses... Ouais, c'est... Ça... Je vais dire des animaux de compagnie, mais ça encore, c'est très spéciste. Du coup, on serait potes avec des mammouths. Ça serait trop stylé. Genre, Dans l'histoire, ça s'est pas exactement passé comme ça, mais on pourrait imaginer, mais là, on est et dans c'est le cas de l'utopie. scientifiques russes d'ailleurs, qui se disent, ou américains qui se disent, en fait, pour maximiser par exemple la capacité des sols à stocker du carbone, on a des retours d'expérience du passé de prairies avec des herbivores, notamment les très grands herbivores qu'on a tous zigouillés partout, en fait, y compris les mammouths et le reste. Ouais. Et donc, du coup, si on les remettait en place, bisons et autres, mammouths, on recréerait d'autres écosystèmes qui, à l'époque, avaient une énorme capacité à stocker du carbone. Et donc, c'est plutôt vous savez, le rewilding, enfin, relaisser de la place pour des milieux naturels avec des herbivores, pas d'élevage, mais qu'on refavoriserait. Et il y a des gens qui aiment bien jouer avec cette idée-là. Ok. Moi, je me dis, s'il y avait des mammouths partout, ce serait trop bien. Tu pourrais, toi, je pourrais mettre ma fille, tu fais une balançoire sur sa, je sais même pas comment on dit, sa corne de mammouth. Ça défense. Ça te défense, c'est ça. Ça Alors, doit les tenir- mammouths, ils auraient un peu de mal parce que là, en fait, C'est pas assez solide. non, il a beaucoup plu. En fait, on a eu des records de pluie cet automne. Et alors, en fait, ils sont quand même assez lourds. Ils ont quand même besoin de pouvoir marcher sur un sol pas trop meuble. Ouais. Donc, du coup, je sais pas trop ce que ça donnerait, en fait. Mais là, il fait beau. Là, on est dans une utopie. Donc, le monde est comme on veut. Et je me dis, en plus, ça va tenir chaud la nuit, un mammouth. Bon, faut pas qu'il se retourne pour t'écraser, quoi. Mais ça fait. Franchement, tu dois être trop bien. Alors, dans mon rêve de mammouth, en fait, ils sont assez lointains. Ah bon? Ton rêve de. Parle-nous de tes rêves de mammouth, là. Tu rêves de mammouth? Bah, en fait, je sais pas comment le dire, mais les carottes de glace, c'est des machines à remonter le temps. Donc, en fait, on a nos échantillons, puis on est là, les derniers 12 000 ans, climat doux, et puis après, climat glaciaire. Et ben, moi, j'essaie d'imaginer comment les gens vivaient, comment ils se déplaçaient dans des conditions vraiment difficiles, avec la même intelligence que nous. Qu'est-ce que ça voulait dire, mais sans les connaissances qui permettaient d'anticiper les changements à venir. Et il y a mon employeur, le CEA, qui travaille sur la communication, qui a fait venir en fait une autrice de pièces de théâtre. Et on a parlé mammouth. Et elle a écrit une pièce de théâtre dans laquelle un des personnages est un mammouth. J'ai adoré. Trop bien. Qui fait de la désobéissance civile. Enfin, bref. Ah ouais. Mammouth trop stylé. Dans notre utopie, du coup, avec tous les dinosaures qui, on va dire, sont à la même époque que les mammouths, même si je sais pas si ça se recoupe exactement. Non. Non, mais dans notre utopie, on fait ce qu'on veut d'abord. Bah, les gens seraient beaucoup plus antispécistes et on serait beaucoup plus inclus. Bah, déjà, on se prendrait moins pour les dieux du monde parce que bah, juste t'as un T-Rex en face de toi ou un mammouth d'ailleurs. Je pense qu'on associerait aussi serais un peu plus, plus humble. certaines parties de la biodiversité à des menaces directes, en fait. Ouais. Aussi. Ouais. Alors tu penses qu'on serait meilleurs potes avec qui? Je sais pas, dans les dinosaures, il y en a qui étaient sympas ou c'est. Ouais, peut-être pas. Moi, je connais moins bien, en fait. Ça, c'est les... Ok. Il y avait quoi d'autre à l'époque des mammouths que tu kiffes?
Il y avait en fait tout un ensemble d'animaux très adaptés au climat glaciaire. Ouais, des cétacés, des... Les tigres aux dents Ah de ouais, sabre. les tigres comme ça. Ouais, ça c'est plus Voilà. menace que... Ah ouais, il y aurait des scraps, des petits scraps. Des paresseux, ouais. Là, on a partagé le même univers, je crois, avec... Ah, c'est trop bien. Bah, pour nous apprendre à ralentir, ouais, les paresseux serait pas mal, hein. Franchement. Mais on Trop peut bien. s'identifier à un mammouth. On n'est pas obligé de s'identifier à des humains qui dorment avec des mammouths. On peut s'identifier à un mammouth. Ça, c'est rigolo. Développe. Comme on voit là, il y a une étude scientifique publiée hier qui montre qu'il y a des cultures animales. Il y a des rites, que même en Afrique, les éléphants ont des rites par rapport aux enfants morts, Ouais. rendre hommage, etc. Donc on peut imaginer ça avec des mammouths, on peut imaginer des cultures animales, quand il n'y avait pas la compétition avec les humains, en fait, et puis leur pression de chasse un peu partout. À quoi ça ressemblait? Voilà. Ouais, je pense que là-dessus, on a Et encore puis, des... pendant la des dernière choses à apprendre. glaciation, il y a eu des changements rapides des courants marins de l'océan Atlantique. Et donc, il y a eu des successions, notamment en Europe, de périodes plus douces, avec plus de forêts, et puis plus froides et plus sèches, avec plus de steppes. Qu'est-ce que ça impliquait pour les cultures animales et l'occupation de l'espace? Moi, c'est ça qui me fait un peu rêver. Enfin, voilà, c'est... Ben, trop bien. Et donc là, tu vois, t'amènerais, je sais pas, le gouvernement en visite de... bon, bah, voilà, ça c'est un mammouth. Alors, dans les formations des hauts fonctionnaires sur les enjeux climat-biodiversité, souvent, nos collègues du Muséum d'histoire naturelle les emmènent dans la grande galerie de l'évolution. Ouais. Parce que ça fait prendre aussi la mesure, je pense, de la responsabilité qu'on a, pas simplement nous comme humains par rapport à ce qu'on fait, mais aussi à toutes les autres formes de vie. Et c'est un regret que j'ai eu. On a dans le rapport de synthèse du GIEC, on avait une figure qui était le réchauffement observé avec les codes barres du bleu au rouge, et puis les futurs possibles, différents futurs contrastés, puis on avait mis des gens nés à différents moments pour montrer le côté intergénérationnel, des vieux jours des gens comme moi, puis toute la vie des plus jeunes d'aujourd'hui, selon les choix qu'on fait. Et le WWF, on avait fait une version avec des animaux, et je crois que c'était bien. Montrer aussi par rapport à des mammifères à longue durée de vie, des coraux, des arbres, visualiser finalement ces échelles de temps. Voilà. Ouais, on n'a pas du tout conscience des ordres de grandeur. La responsabilité qu'on a sur les conditions de vie de toutes les formes de vie, en fait. Pas que celles des humains, qu'on met toujours devant. Ouais. Le prochain jeu, c'est une expérience pour créer une connexion forte entre deux personnes. Alors, il y a 36 questions. Je vais t'en faire choisir quelques-unes qui invitent à être vulnérable et donc ça favorise la connexion. Si ça te va, tu vas en choisir. Donne-moi un chiffre. Bah, Ouais. 11. Ok. Waouh. Prends 3 minutes pour me raconter l'histoire de ta vie avec le plus de détails possible. Sachant que je devrais le faire aussi. Est-ce que tu veux que je commence ou... Non, je suis née en Lorraine de parents enseignants. Ah bon? Ouais. Ok. Je suis né à Metz aussi. Très attachée à la famille, très attachée aussi au respect, au travail, des valeurs en fait transmises de génération en génération, très présentes. J'ai eu une chouette enfance avec des vacances en camping, et notamment sous la tente. Et c'est une chance en fait de pouvoir être dehors le plus possible, d'apprendre à vivre ensemble aussi, de rencontrer d'autres personnes. En Et j'ai un Bretagne souvenir... notamment, je crois. En Bretagne, beaucoup, mais j'ai aussi un souvenir de vacances à Pâques en Méditerranée, en sortant de la tente et en voyant les fleurs qui étaient déjà là, en fait, dans les haies, et leur odeur, en fait. Vraiment l'émerveillement venant plutôt de l'Est de la France, et puis de la diversité de la flore méditerranéenne. Souvenir d'avoir replanté des arbres après des feux de forêt aussi, à cet endroit-là, d'ailleurs. Et un ami de mes parents qui était archéologue qui m'avait emmené voir ce que c'était des fouilles en Lorraine, les pointes de flèches, les choses comme ça. Puis là, c'était le côté vertige. En fait, en dessous de nous, il y a toute l'histoire du passé qui est déposée, mais on sait pas. Il faut savoir la chercher, la lire. Et donc, ça, à chaque fois, c'est comme des univers qui s'ouvrent en plus, des paysages où on se balade et puis on apprend à observer, en fait. Il y a ce côté-là. J'ai perdu mon frère quand j'étais étudiante. Il a eu une leucémie, il est mort la veille de ses 16 ans. Ça a été très structurant pour moi. Je sais que c'est une émission qui est censée être drôle, mais ça m'a faite. C'est-à-dire, sinon, j'aurais peut-être été une bonne élève, je sais pas comment dire, sérieuse, peut-être un peu privilégiée. Ça fait vraiment réfléchir à ce qui compte. Ce côté-là, je pense que ça m'a beaucoup façonné. Et ça a joué aussi dans les choix que j'ai fait après en me disant, bah voilà, la vie, elle peut être courte. Donc, je vais faire quelque chose qui m'intéresse profondément. Donc j'étais en école d'ingé et au lieu de suivre le cours pour aller avoir un bon salaire dans le secteur privé parce que ça pousse à ça, je me suis dit mais ce qui m'intéresse profondément depuis très longtemps, depuis le lycée, c'était le climat en fait, la lecture les avancées scientifiques, l'observation de la Terre depuis l'espace, la modélisation, l'étude des carottages. Moi je trouvais ça passionnant, je peux pas vous dire pourquoi.
Et regarder les nuages, j'adore en fait. J'ai beaucoup rêvé en camping ou en classe, en regardant par la fenêtre les nuages, en me disant mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que ça me raconte. Enfin, puis c'est magnifique, je trouve. Et du coup, ça convergeait pour me pousser à essayer de faire apprendre la recherche sur le terrain en fait, en stage et puis en thèse, sur un sujet lié aux sciences du climat. Puis après, j'ai Tu bossé. voudrais pas écrire de la poésie? Ah, j'adore la poésie. Je lis beaucoup de poésie. Parce que je trouve que t'es hyper... Les haïkus, par exemple, Ok. japonais, mais quand j'écris, je trouve ça nul. Donc en fait, j'aime bien lire et des fois, j'aime bien aussi partager des petits morceaux de poèmes que j'aime. Ouah, comment tu veux que je passe après ça? C'était 3 minutes. Hein. Oh, sûrement, ouais. C'était marrant parce que du coup, J'ai oublié de dire un truc. J'ai rencontré mon mari dans le cadre de notre travail. On était tous les deux en thèse en même temps, mais en fait, on s'est rencontrés en faisant du sport dans le même gymnase. Lui, il faisait du volley et moi du judo. Donc les gens croyaient qu'on s'était rencontrés au boulot, mais en fait, pas que. Et on a aussi 2 super filles. Et donc c'est aussi quelque chose qui me structure. Et on parlait tout à l'heure de tout le boulot que j'ai fait, etc. Mais si j'avais pas l'appui de mes parents, mes beaux-parents, mon mari, nos filles, et toutes les personnes qui m'ont aidé à garder les filles quand elles étaient petites, ben ça aurait pas marché, quoi. On travaille d'équipe. Trop bien. Je suis né à Metz, en Lorraine aussi. Mais t'as pas l'accent. Non, parce que j'ai grandi à Toulouse et très vite j'étais là, maman, tu veux passer les shampoings? Est-ce que tu fêtes la Saint-Nicolas? Non. Bah voilà. Tu fêtes la Saint-Nicolas? Je la fête plus, mais je l'ai fêtée, oui. Tu fêtes la Saint-Mammouth maintenant? 1er janvier. Hein. Et donc moi je suis le petit dernier de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. On a effectivement déménagé à Toulouse quand j'avais 3 ans. Et j'étais le seul qui voulait y aller parce que tous mes potes, forcément, enfin mes frangins, ils avaient leurs potes à l'école. Et voilà, je pense que je me suis laissé porter. J'ai eu une enfance heureuse comme beaucoup d'enfants. J'étais à 9 ans, on m'a envoyé en Angleterre. Alors j'étais consentant, mais dans une famille anglaise d'origine indienne. C'était horrible et incroyable à la fois pour apprendre l'anglais. C'est bien, ça a bien coupé le cordon du petit dernier accroché à sa maman. Mais du coup, aujourd'hui, je suis trop reconnaissant parce que même si clairement c'était pas un truc très facile pour un gosse de 9 ans, je suis vraiment en train de partir dans cette direction-là. Ok, c'est incroyable aujourd'hui de bien parler et comprendre l'anglais dans mon travail, même pour regarder certaines séries dont on taira le nom ou autres. Et je pense que je me suis beaucoup laissé porter jusqu'à mes 18 ans. Où déjà, quand même, je me posais la question de qu'est-ce que je voulais faire, mais comme beaucoup de gens, je pense que j'étais assez spectateur de ma vie, parce que c'était pas forcément une valeur qu'on m'avait beaucoup inculquée, même s'il y en avait d'autres trop bien. Et ouais, c'est en prépa où moi, j'ai un monde qui s'est ouvert à moi, comme tu disais aussi, pour toi, ta passion pour la physique-chimie, de me rendre compte à quel point il y avait une histoire des idées, il y avait une géographie, il y avait une richesse intellectuelle et une philosophie dans l'histoire de l'humanité et même au-delà de ok, qu'est-ce qui s'est passé avant que nous on débarque sur Terre. En plus, notre thème de culture générale, l'année où on a passé les concours, c'était sur la vie. Donc moi j'étais là, trop bien. Donc on parlait de bonheur, de la mort, de nature, du sens de la vie, etc. Et en école de commerce, du coup, je suis arrivé après 2 années incroyables. Voilà. Les gens en général, ils détestent leur prépa. Moi, j'étais c'est trop bien. C'était vraiment intellectuellement hyper exaltant. Puis c'est un défi qu'on se fixe à soi-même. Et j'ai eu la chance d'intégrer une super bonne école. Sauf qu'en arrivant, petite erreur de casting, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Vraiment, je sais pas si toi, t'as fait une prépa. Plutôt physique-chimie, j'imagine, ou Oui. un truc... ok. Autant vous, il y a une continuité, je trouve, entre les cours de prépa et l'école, où vous continuez à faire de la chimie, voire parfois même les métiers, où c'est quand même relativement linéaire. Alors que nous, vraiment, on fait des cours de culture générale, de philo, d'anglais, et t'arrives et tu fais des cours de compta et de droit et de ressources humaines. J'aurais pu me douter qu'une école de commerce, ça forme à faire du commerce, mais bon. Et voilà, du coup, de grosses dépressions. Et en fait, à force de chercher, c'est comme ça que j'ai découvert d'abord l'entrepreneuriat social, avec des gens qui mettent le profit pas comme une fin en soi, mais au service de la résolution d'un problème de société. Et donc, j'étais là, ok, c'est trop bien. Et après, j'étais là, bon, en fait, même si je fais du microcrédit en mode Mohamed Yunus pour aider les gens à sortir de l'extrême pauvreté, ça reste de la finance et des tableaux Excel toute la journée. Et moi, je suis pas comme Valérie, j'aime pas trop Excel. Donc, il fallait pas juste que la finalité soit cool, mais aussi que le moyen soit intéressant. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un premier bouquin, je pensais, avant de bosser dans une asso, une start-up sociale, pendant ma dernière année d'école, où par chance, c'était mon stage sur mon propre projet, quoi. Et voilà, et du coup, à créer du contenu, après YouTube et le podcast. Et voilà. Il y a un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Moi, j'ai un ancrage dans un lieu qui est sur les Côtes d'Armor, en fait, en Bretagne,
Ma mère allait en vacances depuis l'après-guerre quand elle était enfant avec sa famille. Et puis, c'est un lieu où les différents cousins se retrouvent encore maintenant. Et donc, je connais, moi, depuis ma naissance. Et où je connais, en fait, les flaques, les rochers à marée haute, à marée basse. Et c'est un ancrage important pour moi. J'avoue, je t'avais entendu parler de ce paysage et à quel point ouais, tu es tellement connecté à cet environnement-là que tu es capable de dire ok, là, le sol, il s'est érodé. Là, je trouve ça fascinant. Ouais, les rochers qui bougent avec les tempêtes, Ouais. l'effet de l'érosion, mais aussi dans mon enfance, les marées noires, les marées vertes. Donc, on voit aussi que ce qui se passe à terre, ce qui se passe en mer, ça affecte un endroit auquel on tient. Et je pense que le fait d'avoir des ancrages, c'est fort en Europe, les ancrages à des lieux, c'est aussi une motivation à agir, des choses qu'on a envie de préserver, des choses qu'on a envie de transmettre. Voilà, et ce côté-là, il est important. Il est plus difficile à avoir en Île-de-France, par exemple. Voilà, on bouge, on vient pour le travail, mais il y a pas la même un ancrage, le un même bel immeuble en ancrage. béton. Oh, l'Essonne, c'est joli. Oui. Mais je trouve ça génial parce que du coup, c'est comme si toi, tu avais des lunettes X-ray. J'ai l'impression que quand toi, tu vois la nature, tu vois pas la même chose que nous. Et je trouve ça trop génial. Ouais, ce qui est dur, c'est d'enlever le truc de casque de réalité virtuelle qui fait qu'à un endroit donné, je rajoute les vagues de chaleur, les pluies extrêmes, la montée du niveau de la mer ou la fonte des glaciers. Ça, j'ai du mal à l'enlever, en fait, où que j'aille. Ouais, bah, des formations professionnelles. Ok, est-ce que tu peux nous donner un autre chiffre de 1 à 12 ? 2. Y a-t-il quelque chose dont tu rêves depuis longtemps ? Et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas réalisé ? Alors en fait, plutôt j'ai chouette un si rêve t'as accompli tous personnel. tes J'ai un rêves. rêve personnel. J'aimerais savoir faire quelque chose que je sais pas faire. J'aimerais savoir prendre des morceaux de bois et les sculpter, mais juste pour à partir de leur forme initiale. Travailler le bois. Je sais pas faire, je suis nulle. Mais ça, vraiment, j'aimerais le faire. Donc j'aimerais marrant. trouver le temps d'apprendre à faire ça par la suite. Pourquoi le bois spécifiquement ? Parce que c'est beau, c'est le résultat de la croissance de l'arbre. Dans les anneaux de croissance des arbres, on a une mémoire du climat aussi, en fait, qu'on peut exploiter pour reconstruire les variations passées, parce que ça dépend de l'espèce, parce que ça dépend de son histoire, de son contexte, enfin voilà, et ça dit une histoire aussi. Tu mets la pression à chaque Donc là, fois. en attendant, je fais de la peinture au numéro, tu vois. Bah, en tout cas, s'il y a des gens qui, dans la salle ou qui écoutent ce podcast qui ont des contacts pour Valérie, ça pourrait être trop beau de t'aider à réaliser ça. Un truc dont je rêve depuis longtemps. La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est de dormir. J'ai fait beaucoup d'insomnie. Par miracle, je suis en train de commencer un peu à régler ça. Parce que je me disais, en fait, c'est pas possible de continuer à avoir autant de manque de sommeil, encore plus maintenant avec un gosse. Et tu passes ta journée à essayer de te dire, ok, comment est-ce que je peux toucher plus de personnes, faire passer des messages plus intéressants. Enfin voilà. Mais en fait, les moments où on dort pas la nuit quand on a des petits-enfants, parfois ça peut être des moments créatifs. Parce que moi, ma deuxième, elle s'est réveillée toutes les nuits jusqu'à son entrée en maternelle. Donc j'aime l'école, vraiment beaucoup. Mais il y a eu des moments intéressants à être réveillée au milieu de la nuit seule. Et puis avoir du mal à se rendormir. Et puis des moments où Oui. on réfléchit Il faut aussi. que ce soit dosé, tu vois. Parce que je pense que la moitié de tes questions qui sont là, c'est arrivé dans ces moments-là. Notamment le Mont-Saint-Michel, Bretagne-Normandie. Mais ouais, en fait, il y a un moment, c'est juste... la base de ta journée, c'est combien d'énergie t'as. Et voilà, si t'as dormi 4 heures, ça va être compliqué d'opérer. Donc, ça sert à rien de forcer comme un bourrin sur des trucs complexes dans ton travail si de base, tu sais pas prendre soin de ton corps. Et donc, là, je suis en train de faire une formation pour réapprendre à dormir. Parce qu'en fait, on apprend des trucs hyper compliqués à l'école, par exemple, mais on n'a pas les bases de, ok, à quoi ça sert le sommeil, c'est quoi notre besoin, comment ça marche et comment se mettre dans des conditions idéales, parce que on a tous des conditions génétiques ou environnementales différentes qui font que peut-être pour toi, ce qui va t'aider à dormir, c'est te lever tous les jours à la même heure. Moi, c'est ça qui est en train de vraiment changer ma vie. Et pour toi, ça va être autre chose, c'est pas de boire moins d'alcool le soir. Moi, il y a un truc, tu veux mon truc ? Ouais, avec plaisir. C'est en fait, grave. avant de dormir, me dire c'est quoi le truc chouette de ma journée. Parce que même quand on a des journées pourries, je sais pas, on a vu une fleur, on a vu un sourire, enfin, il y a eu un truc drôle. Des fois, les infos et tout le reste, c'est quand même assez sombre. Ouais. Mais du coup, c'est me dire qu'est-ce que ça a été le chouette truc de ma journée. Et ça j'aime bien. Aujourd'hui, ça a été quoi le chouette truc de ta journée ? Te rencontrer. Au moins. Tu nous en fais une dernière avec un numéro 1 à 12 ? 5. Au début, je t'ai gêné pour toi et encore une fois, j'étais à merde. Après, c'est moi qui réponds. Partage un moment embarrassant qui t'est arrivé dans ta vie. Alors, j'en ai un lié au rapport du GIEC. Ok. Alors, c'est vraiment embarrassant. Donc, on devait faire l'approbation du rapport du groupe 1. Donc, il faut imaginer, donc on était en l'été 2021. Ça faisait 3 ans qu'on bossait là-dessus. Et confinement, machin, accord au sommet pour que mon collègue coprésident chinois et son équipe puissent venir à Paris. Enfin, il ne faut pas imaginer les obstacles. On s'enferme. On devait s'enfermer pendant 15 jours dans un motel
à Évry-Courcouronne pour faire virtuellement le truc en mode ONU, avec le marteau pour approuver les trucs. Voilà, on avait travaillé sur tout, c'est-à-dire les tests Covid avant, avoir double sécurité, électricité, Internet et tout le reste. Enfin voilà, on avait bien préparé. Moi, j'avais réservé des vacances au Jura pour ma famille, ils partent. Et j'avais donc quelques heures avant d'y aller le lendemain. Et là me vient à l'idée, je ne sais pas pourquoi, l'esprit que voilà, les herbes dans le jardin avaient vachement poussé et puis elles étaient complètement fanées, donc je pouvais les couper avec une faucille. Je mets des gants en cuir, mais je rate mon geste et je me coupe le doigt, donc je finis aux urgences de l'hôpital, attendre quelques heures que ce soit mon tour pour me faire recoudre un morceau de doigt. Alors c'était peut-être un peu un acte manqué, vous voyez. Mais donc, pendant toute la session, les 186 heures sur Zoom pendant 2 semaines d'approbation du rapport du groupe 1 du GIEC, j'avais une espèce de poupée. Je me changeais moi-même mes trucs dans cet hôtel. C'était assez embarrassant. Et mes collègues, quand ils m'ont vu arriver, en fait, il y a eu un moment de flottement quand même. Waouh, ok. Bon, ça me fait trop chier parce que le seul truc auquel je pense est vraiment très gênant, mais on va y aller parce que j'ai pas de plan B. De toute façon, c'est moi qui fais le montage de cet épisode. C'était en école justement pendant que j'étais en train d'écrire ce premier bouquin Changer le monde en 2 heures sur des moyens d'agir pour les autres et la planète. J'avais un peu grugé parce qu'on devait quand même faire un mémoire même si on avait ce stage, et du coup je l'avais fait sur les freins à l'engagement citoyen. Donc pour moi ça me cumulait un peu parce que dans les livres je montrais l'idée c'est de prémâcher au maximum le travail pour les gens pour que vraiment si tu as envie de t'engager t'as plus d'excuses, et donc forcément j'ai adressé tous les freins qu'ils rencontraient. Donc voilà, comme ça je faisais un peu d'une pierre deux coups. Et du coup, ma directrice de mémoire m'avait invité à une conférence avec un expert un peu, on va dire, des nudges ou des trucs en marketing, des leviers pour influencer les gens ou au contraire lever les freins. Et voilà, et il se trouve qu'avant d'y aller, j'étais allé sur un site de vidéos pour adultes, et que donc j'avais emporté mon ordinateur pour aller là-bas, et que je prends des notes sur mon ordinateur, et que donc au début de la conférence, j'ouvre mon ordi. Et heureusement, il n'y a pas eu de bruit. Et donc, ma prof était juste à côté de moi. On était, je sais pas, 30-40 dans la salle. Et je l'ai refermé. Je pense même pas que je l'ai refermé. Je pense que j'ai fait Alt-Tab super vite. Genre le plus vite de toute ma vie. Et voilà, je ne sais pas si elle l'a vu ou pas. Mais j'étais tellement gêné. Parce qu'après, c'était le début de la conférence. Donc, il restait genre 1h30 où je notais des trucs sur mon Word avec quelque chose d'autre en arrière-plan qui, j'espère, n'allait pas se lancer. Mais voilà, c'était très embarrassant. Vous ne jugez pas, ça me rassure. Peut-être qu'il y en a qui ont vécu des trucs similaires. Alors je dis ça juste pour me rassurer. Est-ce que ça te va si on en fait une 4e? Est-ce que tu me redis un chiffre? Allons-y. 1. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui à travers le monde, tu choisirais qui? J'aimerais beaucoup dîner avec Mary Robinson. Mary Robinson, donc c'est une femme politique irlandaise, très engagée sur les droits humains. Et notamment, elle est impliquée dans tout un travail autour de l'action pour le climat à l'angle des aspects intergénérationnels et des droits humains. Et j'aimerais vraiment pouvoir manger avec elle. Trop bien. Tu la connais depuis longtemps? Je la connais pas personnellement. Non, par son travail, je veux dire. Mais... Oui. Et donc, elle a aussi monté une fondation. Et ce côté-là, en fait, intégrer dans une approche, on va dire, humaniste, les enjeux environnementaux avec une réflexion approfondie. Et puis son rôle, en fait, de sage, maintenant, la manière dont elle le porte, ancrée dans l'histoire de l'Irlande, qui est une histoire aussi de conflits et surmonter les conflits. Voilà, c'est quelque chose qui... j'aimerais vraiment avoir l'occasion de manger avec elle. C'est bien quand tu fais des réponses plus longues, parce que... en fait, si tu veux développer le temps que je trouve une réponse. J'avoue, je pense que j'aurais pas envie de faire quelqu'un dans l'ESS parce que j'ai le privilège énorme d'avoir tous les gens qui m'inspirent, ou la plupart, dans le podcast. Je pense que j'aurais envie de faire un truc genre... j'allais dire un artiste... Au début, j'allais dire Michael Jackson, mais non seulement c'est pas forcément ma musique, et en plus, voilà, niveau pédocriminalité, c'est pas ouf. Je peux rajouter un truc? Ouais, bien sûr. En fait, il y a eu la cérémonie pour les Manoukians au Panthéon. Ouais. Et j'ai adoré le groupe Feu Chatterton, quand ils ont repris la chanson. J'aimerais bien manger avec eux aussi, en fait. Ok. Ils pourront être à ta table avec Robinson. Ouais, je pense que je ferais un truc ou de sport, en vrai. J'allais dire Mbappé, mais ouais, peut-être plus Zizou, en fait. Ouais, je pense que je prendrais Zizou. Bon, après, il parle pas beaucoup, donc peut-être Mbappé, c'est plus fun. La dernière séquence, c'est un jeu qui oppose Valérie à vous, cher public. Vous allez taffer. C'est un quiz de micro-savoir scientifique, rigolo, type le saviez-vous.
Genre combien de cœurs a le poulpe, voilà, mais avec des trucs un peu plus compliqués parce qu'on a quand même une tronche à côté. Puis vous aussi, j'imagine que vous savez ce genre de truc. La dernière fois qu'on m'a fait ça, j'ai pas réussi à reconnaître les arbres sur une photo. Hein. Mais comme ça, ils se sentiront super intelligents. Bon, je suis pas vache, j'ai fait des questions sur les animaux pour que ce soit pas son expertise directe. Bon, vous avez compris, si c'est une question sur les mammouths, vous êtes dans la merde. Mais voilà, donc on va dire le premier à 3 points à gagner. Est-ce que pour commencer, on peut avoir un représentant du public pour faire un Shifumi et savoir qui commence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire un Shifumi avec Valérie Masson-Delmotte? Ça arrive pas tous les jours. Hein. Allez, ouais, bien sûr, avec plaisir. Tu sais ce que c'est le Shifumi, Valérie? Non. C'est pierre, feuille, ciseaux. Shifumi. Et elle a gagné, bravo. La première question. Valérie, combien de nez a un escargot? 0. 0, ok. Et toi, Mister? C'est le plus proche qui gagne du coup. 2. La réponse était 4. C'est improbable. Mais du coup, le public, vous avez un premier point. L'an dernier, j'ai fait un épisode de Soif de Sens avec les amis de Baleine sous Gravillon, intitulé Connais-tu vraiment les animaux? Ah, il y en a qui en connaissent. On y parle du poisson lune, le plus gros poisson osseux du monde, qui fait 1,80 m et 2 tonnes. Combien d'œufs peut pondre la femelle poisson lune à chaque ponte, sachant que c'est un record? 50 millions, ok. Valérie, qu'est-ce que tu nous dis? 1 million. 1 million, c'est 100 millions, c'est énormissime, c'est un record. Eh, belle mémoire, hein. Et voilà, tu savais pas que ça te servirait un jour d'écouter Soif de Sens 2-0. Bon, question qui risque d'aider un peu Valérie. On va peut-être commencer par le public, du coup. De quelle couleur est la peau des ours polaires? Ouais. Noir. Ok. Valérie? Ouais, je dis la même chose en fait. Ok, bah effectivement, c'est noir. Bon, vous saviez tous, apparemment. Enfin, en tout cas, vous deux. Il y a des gens qui savaient pas quand même? Ouais, ok, ça me rassure. Mais j'avoue, quand tu vois les photos d'un ours sans poil, c'est un ours, quoi. C'est pas un ours polaire, c'est marrant. Et moi, j'ai des chats noirs qui ont la peau grise. C'est vrai. Bon, du coup, égalité, donc ça compte pas. On transporte tous environ 1000 milliards de bactéries sur nous et en nous. Désolé pour ceux qui sont, je sais plus comment on appelle la peur des bactéries. On a besoin d'elles et elles ont besoin de nous parce qu'on est un écosystème en soi. Combien pèse l'ensemble de ces bactéries, Valérie? 5 kilos? 5 kilos? Ok. Qui veut faire une estimation dans le public? 2 kilos? Mais genre, vous pensez vraiment qu'il y a 5 kilos ou 2 kilos de votre corps, c'est des bactéries? Eh bien, c'est 1 kilo, effectivement, c'est quand même assez énormissime. Bravo. Bah, trop bien. Bravo. Bah, 3-0 pour vous, franchement. Félicitations. J'en profite pour faire gagner quelqu'un du public le super livre de Valérie. Il y a des petits qui a écrit plein de super livres. Oui, alors avant de parler de ton nouveau super livre, parce qu'elle a écrit beaucoup de super livres, est-ce qu'il y a quelqu'un que ça intéresserait de gagner, comme vous avez gagné je peux pas faire gagner 50 livres. Ok, il y a quelqu'un qui est intéressé là, quelqu'un qui est intéressé là. Comment on va faire, Valérie? Est-ce qu'on fait un Shifumi géant? Est-ce qu'on fait... Ah ouais, bah ouais, il me reste des questions, on va faire ça. Bon, on va dire le premier qui trouve la bonne réponse à cette question gagne le bouquin, ok? Quel est le matériau le plus dur sur Terre? Diamant. Ouais, c'est le diamant, félicitations. Vous pouvez faire passer, s'il vous plaît? Justement, ton dernier livre, Valérie, qui sort en avril, s'appelle Face au changement climatique chez CNRS Éditions. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, en fait, c'est les éditions du CNRS. Ils m'ont invité en fait à faire un auto-podcast, je sais pas quel est le mot, c'est-à-dire en fait m'enfermer dans un studio d'enregistrement et raconter ce que j'avais envie de raconter sur mon parcours professionnel, mes réflexions, les choses comme ça pendant quelqu'un qui 3 heures. Et puis à la fin, en fait, ils l'ont repris, ils l'ont simplement structuré et c'est le petit livre. Et c'est la deuxième fois que j'ai cette occasion-là. La première fois, c'était plus rigolo même. C'est en fait, on m'invite à Versailles pour faire une conférence pour enfants. Dans ma tête, je prépare un conte pour enfants. On me dit 8-10 ans. J'arrive et qu'est-ce que je vois? Que des adultes. Okay. Et en fait, les gens étaient venus en se disant, comme c'est marqué pour enfants, ce sera accessible et clair. Donc du coup, bon, j'explique les choses simples. Et pareil, ça a été enregistré, puis ça a fait un petit bouquin. Ça s'appelle comment celui-là? Quel climat pour vous, vos enfants, etc. Mais du coup, le côté oral donne, je trouve, un style plus personnel. Moi, quand j'écris, je prends un style scientifique. Ça, c'est un gros frein, en fait. Voilà. Merci Valérie pour ce très beau moment. Un tonnerre d'applaudissements pour Valérie, s'il vous plaît. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous n'avez pas peur de la pluie.
J'en profite pour les nouveaux qui sont arrivés pour vous dire que vous pouvez déjà vous inscrire pour le prochain enregistrement de Soif de Sens ici à la recyclerie à Paris. Ce sera avec la militante Camille Etienne, vendredi 12 avril. On vient d'ouvrir la billetterie. Vous avez le lien en description ou dans ma bio Insta @soif de sens. Merci Valérie, merci tout le monde, bonne soirée.